Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Sandrine Rousseau, présidente du conseil politique de la campagne de Yannick Jadot et conseillère spéciale aux questions de précarité et de discrimination. Oui, les affaires de violence aux femmes, Nicolas Hulot, la campagne des Verts, votre positionnement avec Yannick Jadot, autant de questions que nous allons aborder. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Mais pour commencer, peut-être les mesures sur le Covid annoncées hier par Olivier Véran. Rappel vaccinal, 3e dose pour tous les adultes, retour du masque en intérieur, le test PCR valable seulement 24 heures contre 72 auparavant. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de ces annonces ? Mais visiblement, la 5e vague est très agressive, elle est très violente. Enfin, le taux de progression des contaminations est extrêmement rapide, donc il fallait prendre des mesures. Et tant qu'on évite le confinement, tentons tout avant le confinement. Là-dessus, moi, j'ai pas tellement de doute. Oui, c'est ça. Et la vaccination, donc il faut vraiment accélérer. La vaccination, vous avez combien de doses ? 2 doses ? Alors j'ai 2 doses et je calculais là en attendant quand est-ce que je devrais faire ma 3e dose. A priori, ce serait courant du mois de décembre. Et moi, là-dessus, j'appelle vraiment les personnes à se vacciner. Parce que au-delà de notre santé personnelle, c'est surtout un bien commun en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est vacciné, on protège aussi les autres de la transmission. Donc voilà, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Aussi désagréable cela puisse-t-il être, il faut être vacciné. Et sur le pass sanitaire, donc il faut aussi le maintenir tel qu'il est et avec même les nouvelles mesures, puisque ceux qui ne seront pas dans les temps n'auront plus ce pass. Oui, alors le pass sanitaire, c'est quelque chose sur lequel j'ai jamais été complètement enthousiaste. C'est-à-dire que je pense que là, on demande à des personnes de vérifier, et notamment chez les restaurateurs, mais dans plein d'endroits maintenant, de vérifier des choses qui ne sont pas de leur ressort. Donc je suis pas complètement addict de ce pass. Ceci dit, aujourd'hui, l'important, c'est vraiment d'aller motiver les personnes pour qu'elles aillent se faire vacciner. Et je pense que il y a certes la contrainte, ça peut être un moyen d'y arriver, mais il y a aussi le fait de faire des efforts de conviction, d'aller vers les gens. Et on le voit encore aujourd'hui, une partie des personnes de plus de 60 ans n'est pas vaccinée, alors qu'elles sont les plus à risque. Et donc, il faudrait rapidement avoir une politique à destination de ces personnes. Oui. Sandrine Rousseau, nous étions hier le 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Du numéro 3919 à l'amélioration du dépôt de plainte en passant par des bracelets anti-rapprochement, des accès à des logements sociaux. Marlène Schiappa estime qu'il y a une transition, j'insiste bien, transition féministe en cours. Est-ce que vous êtes d'accord avec la ministre de la citoyenneté qui s'occupait aussi des droits des femmes? Je pense que les MeToo n'arrêtent pas. Et c'est ça qui est bien, c'est que de MeToo en MeToo, on voit bien que de vague en vague, là aussi, on est en train de changer véritablement les rapports hommes-femmes et de faire en sorte que les femmes s'émancipent. Parce que le mouvement MeToo, c'est profondément un mouvement d'émancipation des femmes. C'est-à-dire de dire, vous n'avez plus le droit de toucher à nos corps comme ça sans nos consentements. Et là, ce qui s'est passé hier, le reportage qui est passé hier sur Nicolas Hulot montre à quel point il y a encore du progrès à faire, particulièrement dans le monde politique, particulièrement vis-à-vis de personnes qui sont aimées comme ça par un large public. Et je pense qu'on est au début d'une vague sur la politique. Oui, sur la politique. Oui. Revenons quand même. Vous m'avez pas dit si vous êtes d'accord plutôt avec la ministre de la citoyenneté, Marlène Schiappa, sur la transition féministe qui est en cours. Mais oui, je pense qu'il y a une transformation féministe qui est en cours, et je pense que je l'ai portée par ailleurs dans la candidature à la primaire. Mais je suis pas complètement sûre que ce soit Marlène Schiappa qui l'accompagne le mieux par ailleurs, mais en tous les cas, elle est en cours, elle est profonde, et je pense que c'est un mouvement que l'on n'arrêtera plus. Oui. Juste alors sur l'affaire Nicolas Hulot, on y revient. Donc il y a eu ces témoignages diffusés hier. Alors sur des faits qui sont prescrits, qui remontent à une vingtaine d'années, 5 témoignages, il y a eu 2 nouvelles lettres publiées. Vous qui étiez aussi dans la galaxie quand même des Verts et de Nicolas Hulot, vous saviez ou pas alors ? Moi, je savais depuis l'enquête Baupin qu'il y avait quelque chose, puisqu'il y avait une personne qui, dans le cadre de l'enquête Baupin, avait parlé de la Fondation Hulot. Enquête Baupin, je rappelle pour les auditeurs, donc qui vous concernait en fait directement, bien sûr. Oui, et c'était en 2016. Oui, c'était en 2016, oui. Mais après, il y a eu l'Hebdo qui a quand même aussi montré qu'il y avait eu une plainte pour viol, et puis tout le monde a voulu oublier. Et ça, c'est un phénomène qu'on voit très souvent à l'œuvre dans le cadre des violences sexuelles, c'est que quand quelqu'un
qu'on aime bien est accusé, eh bien, on préfère ne pas vouloir voir. Et on préfère oublier ce qui a été dit par les femmes, voire ridiculiser même la parole des femmes. Et là, on s'aperçoit que toutes ces femmes, finalement, racontent la même histoire et que donc la présomption de crédibilité de leur témoignage est extrêmement forte. Extrêmement forte. Et vous, alors, vous aviez essayé d'inciter votre entourage à peut-être à faire parler Nicolas Hulot d'une manière ou d'une autre, nous, à chaque fois qu'il y avait des écologistes qui s'affichaient à côté de Nicolas Hulot, on était plusieurs à dire attention, ne faites pas ça. Et d'ailleurs, les écologistes avaient pris des mesures après la sortie de l'article dans Hebdo pour ne plus l'inviter aux journées d'été, par exemple, des écologistes. Mais là, la question c'est pas tant comment ça s'est passé que pourquoi on n'a pas entendu ces femmes. Pourquoi on les a pas, parce qu'elles ont parlé quand même. Dans un premier temps, elles n'ont pas voulu parler, pour certaines au début, ce qu'elles disent d'ailleurs dans le hier soir. Il y avait quand même des éléments, il y avait une plainte, il y avait des gens qui étaient partis, il y avait des témoignages qui ont été reçus, et puis on fait comme si ça n'existait pas. Et quand on voit ce qui s'est passé au ministère, au gouvernement, quand l'article d'Hebdo est sorti, on voit qu'il y a quand même une organisation pour protéger. Et là, cette fois-ci, il y a Marlène Schiappa qui évidemment qui vient le soutenir dans une tribune au JDD. Oui, exactement. Et on voit que c'est sur commande du cabinet, probablement du président, que cette lettre est faite. Et ça veut dire qu'il y a une organisation pour protéger le soldat Hulot. Et on l'a vu pour PPDA, on le voit pour d'autres. À chaque fois qu'il y a comme ça des témoignages de femmes, le premier réflexe, c'est de protéger les hommes. Et c'est ça qu'il nous faut changer dans la société aujourd'hui. Parce qu'il y a la présomption d'innocence et que souvent on reproche et on dit il y a tribunal médiatique. Vous êtes d'accord quand même aussi avec ça? Bien sûr qu'il y a présomption d'innocence, mais il y a aussi présomption de crédibilité des témoignages. Et il y a aussi un principe de précaution et une éthique en politique. Et là, l'éthique en politique, les principes d'éthique en politique n'ont pas été respectés. C'est-à-dire qu'on a négligé complètement la parole des femmes. On s'est dit que c'était rien du tout. On s'est dit qu'on l'a balayé d'un revers de main, qu'il était plus important d'avoir Nicolas Hulot au ministère que de croire les femmes. C'est ça qu'il nous faut changer aujourd'hui. Est-ce que vous croyez, puisque la loi a été un peu modifiée en 2017, est-ce que le parquet devrait ouvrir une enquête, même si les faits sont prescrits, mais pour voir s'il y a de nouvelles, s'il y a eu d'autres affaires par la suite? Mais bien sûr, on doit ouvrir une enquête, on doit appeler à des témoignages, parce que probablement qu'il y a plein d'autres femmes. D'autres femmes, et on l'a vu d'ailleurs depuis le reportage d'hier, il y a déjà de nouveaux témoignages. Donc oui, il faut ouvrir une enquête et faire en sorte que cet homme réponde de ses actes devant la justice. Devant la justice, mais même si ce sont des faits prescrits, donc ce ne sera pas forcément devant la justice. Alors, moi je ne crois pas qu'il se soit arrêté il y a 10 ans, donc je pense qu'il y a de nouveaux témoignages, et que dans ces nouveaux témoignages, il est possible qu'il y en ait qui ne soient pas prescrits. Justement, dans la galaxie des Verts, on en parlait, et donc il y a 10 ans, une douzaine d'années peut-être, il y aurait eu d'autres faits selon vous? J'ai pas connaissance de faits particuliers, donc je vais pas m'avancer là-dessus, mais en tous les cas, quand on a une attitude comme ça, qui a l'air d'être un mode opératoire très rodé, où on ne s'encombre vraiment d'aucune contrainte, c'est-à-dire que quelle que soit la personne en face, elle peut être mineure, elle peut être... évidemment, on a continué, évidemment, il a continué. Il n'y a pas de doute à mes yeux. Donc ça veut dire qu'il y a des victimes plus récentes. C'est une accusation grave, quand même. Il a continué, non Mais je n'ai aucun doute sur le fait qu'il y ait des victimes plus récentes. Oui. Sandrine Rousseau, hier vous avez manifesté avec une pancarte, là j'ai vu, Darmanin out, Darmanin démission. Alors il n'est pas mis en examen dans les affaires d'accusation qu'il concerne directement. Pourquoi il y a la présomption d'innocence là encore, quoi? Pourquoi Darmanin démission en fait aujourd'hui? Mais il y a la présomption d'innocence, bien sûr qu'il y a la présomption d'innocence. Mais ce que je voudrais dire, c'est que il y a aussi vraiment une éthique politique à avoir dans le comportement que peuvent avoir les hommes politiques, certains hommes politiques, avec les femmes. Et qu'aujourd'hui, on n'est pas dans les années 70, 80, 90 où on peut se permettre de faire ce que l'on veut du corps des femmes. Et il n'est pas possible aujourd'hui qu'un élu politique soit mis en difficulté parce qu'il a détourné de l'argent, mais que par contre, après 2 plaintes pour viol, il puisse être ministre de l'Intérieur. Cela n'est pas possible. Oui, mais il y a eu une enquête cette fois-ci. Évidemment, mais il y a aussi un... Quand Emmanuel Macron répond de sa nomination en disant « nous nous sommes expliqués d'homme à homme », après ce que l'on sait de ce qu'il a fait sur le cas Hulot, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire qu'il n'a aucune espèce de considération pour la parole des femmes. À quel moment ça s'arrête ça?
Et en plus, le mouvement MeToo, c'était de dire on n'arrive pas à déposer plainte parce que les policiers ne nous croient pas dans les commissariats, on n'arrive pas à obtenir justice parce que la justice n'a pas les moyens d'enquêter sur nos affaires. Et qu'est-ce qu'on met à la tête des policiers, une personne qui est accusée de viol. Je discutais avec la ministre de l'égalité des femmes en Espagne et qui a ri à ma question, est-ce que ça aurait été possible de mettre l'équivalent d'un Gérald Darmanin en Espagne, et elle a explosé de rire en me disant mais c'est absolument impossible en Espagne. Pourquoi en France on néglige à ce point-là ? Oui, mais c'est pas parce qu'il y a suspicion qu'il y a des faits, mais il y a une enquête qui est derrière. En politique, on doit avoir une éthique. En politique, on doit avoir une éthique. Mais c'est dangereux parce que s'il y a la moindre déclaration sans vérification derrière... Le temps de l'enquête, ces personnes doivent être mises dans des positions où ils n'ont pas de responsabilité sur les femmes. Oui. Sandrine Rousseau, venons-en quand même aussi à la campagne électorale avec Yannick Jadot. Comment vous cohabitez avec Yannick Jadot après avoir été rival dans la campagne et puis ne pas tenir tout à fait les mêmes positions? Comment vous allez réussir à mener en fait cette campagne? Vous essayez de gauchiser son discours? Mais j'ai pas besoin de le pousser là-dessus. Il le fait spontanément et Yannick Jadot est un très bon candidat pour l'écologie. Enfin, je veux dire, son passé, son militantisme, tout ce qu'il a fait, c'est un candidat qui est au cœur de l'écologie depuis des dizaines d'années. Oui. Et donc, la question, c'est comment on fait en sorte... Mais bien sûr que tout va bien. Ah bon? Ouais. Mais bien sûr que tout va bien. Mais alors pourquoi ça décolle pas dans sa campagne, dans les sondages notamment, ou alors qu'on disait que les écolos avaient une grande carte à jouer? Mais parce que je pense que la dynamique à gauche est encore à créer et que la multiplicité des candidatures, le fait qu'on est aussi envahi dans le discours médiatique par des réponses que l'on doit donner, des gages que l'on doit donner à l'extrême droite, fait qu'on n'a pas le temps et la possibilité de déployer un discours écologiste. Mais c'est ça qu'il nous faut faire aujourd'hui. Donc vous allez pousser Yannick Jadot à avoir un discours plus radical, plus fort, etc. Vous lui reprochez d'être grosso modo trop mou, c'est ça? Mais Yannick Jadot a un discours radical et qu'il faut qu'il l'exprime davantage. Mais je veux dire, il l'a fait. Tout son passé montre qu'il a ce discours radical. Et tout ce passé montre pas dans les déclarations. Et certains militants disent non. Mais quand il dit par exemple qu'on doit accueillir les migrants à la frontière biélorusse, enfin, je veux dire, il est le premier à dire ça. Quand il dit qu'on doit lever ça, c'est pas que de l'écologie, quoi. Mais quand il dit qu'on doit lever sur les vaccins les droits de propriété, comment ça s'appelle, pardon. Voilà. Non, mais c'est ça, le droit de propriété. En fait, oui. Les brevets sur les vaccins, pardon. Et bien, quand il dit ça, il est le premier à dire ça aussi. Donc, voilà, il se positionne sur des choses qui ne sont pas faciles. Aujourd'hui, 3% simplement de la population africaine est vaccinée. 3%. Donc oui, aujourd'hui c'est une priorité, il faut lever les brevets sur les vaccins. Oui, il faut arrêter la chasse le dimanche. Oui, il faut accueillir les migrants à la frontière biélorusse. Vous voyez bien qu'il n'y a pas une feuille de papier à cigarette entre nous. Entre vous. Bon, d'accord. On n'a pas l'impression, on ne lit pas tout à fait la même chose parfois. Et puis. Oui, non, mais les journalistes ont tendance à vouloir aller chercher aussi la petite bête. Mais moi, je vous dis, non seulement je serai avec Yannick Jadot, mais j'y serai jusqu'au bout et j'y serai avec ferveur. Dites-moi, Sandrine Rousseau, est-ce que vous allez manger du foie gras à Noël? Alors là, je n'en sais rien du tout, et par ailleurs, c'est pas là-dessus que je me précite. En général, non, mais je dis ça parce que la maire de Strasbourg, à la mairie de Strasbourg, on a décidé de ne plus proposer, où on va ne plus proposer de foie gras. Mais le foie gras, ça renvoie à des pratiques d'élevage qui sont des pratiques qui peuvent être extrêmement douloureuses pour les animaux. C'est quand même du gavage. Le gavage, c'est de la torture, et par ailleurs, dans les élevages industriels, dans les entreprises de gavage industriel, c'est vraiment des conditions tout à fait incroyables. Oui, mais ça renvoie à tout le bien-être animal, c'est-à-dire qu'il nous faut avoir des garanties sur la manière dont les bêtes sont élevées et faites. Et en l'occurrence, le foie gras, c'est quand même un foie qui est malade. Hein. Enfin, je le dis, bon appétit, mais c'est quand même des. Bon, mais vous en mangerez quand même, peut-être, quoi. Je ne le garantis pas du tout, non. Bon. Merci, Sandrine Rousseau était notre invitée ce matin sur Sud Radio.